Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Découvrons tout de suite ensemble les grands titres qui seront développés dans ce journal. Après le vote au Conseil national de 2 lois majeures destinées à renforcer les droits, la protection et l'autonomie des personnes en situation de handicap, mieux accompagner leurs familles et reconnaître pleinement le rôle essentiel des aidants, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, sera notre invité. Il nous précisera les contours et la mise en œuvre des nouvelles dispositions. Nous nous rendrons à Strasbourg au Conseil de l'Europe où se tenait aujourd'hui une conférence informelle des ministres de la Justice sur le thème de la lutte contre le blanchiment, présidée par Samuel Vuelta-Simon, avec lequel nous serons en duplex. Très appliqués et concentrés, nous étions ce matin aux côtés des jeunes élèves qui disputaient la finale du concours de sécurité routière. Et puis en fin de journal, la page spéciale consacrée au Festival international de télévision qui referme ses portes ce soir. Renforcer les droits et l'autonomie notamment des personnes en situation de handicap, mieux accompagner leurs familles, mieux accompagner également les aidants qui s'occupent des personnes âgées. C'est tout l'enjeu de 2 textes de loi votés jeudi dernier au Conseil national. Pour nous en dévoiler les dispositions, nous sommes ce soir avec le ministre des Affaires sociales et de la Santé. Bonsoir Christophe Robineau. Bonsoir Patricia. C'est une importante réforme qui est en cours et qui a conduit à l'adoption de 2 textes majeurs jeudi dernier au Conseil national. Avant d'y revenir plus précisément, évoquons l'esprit qui a guidé ces avancées. Monaco souhaitait souligner une nouvelle fois sa volonté de poursuivre une politique sociale toujours plus inclusive et protectrice. Écoutez, oui, Patricia, vous avez raison. C'est je crois, la ligne de conduite que nous avons adoptée depuis de nombreuses années. Monaco se félicite de son modèle social. Monaco prend soin des personnes vulnérables, les personnes les plus jeunes, les personnes les plus âgées et aussi les personnes en situation de handicap. Et je crois que l'ensemble des dispositifs que nous avons mis en place dans les années passées et que nous continuons à faire évoluer témoignent de cette volonté d'avancer. Alors, je crois, sujet important quand même, c'est on peut se satisfaire de ce qui est fait, mais je crois que de temps en temps, il faut revenir un petit peu sur les dispositifs, en tirer les conséquences et savoir les faire évoluer. Et par rapport au vote de la 1410 en 2014 sur la promotion, la protection des droits des personnes handicapées, je crois qu'il était temps de revoir un certain nombre de dispositions. En particulier celles relatives au plan d'accompagnement et d'aide du handicap et celles relatives à la situation du proche aidant, qui est la personne qui va se dévouer pour prendre soin de la personne en situation de handicap qui n'est pas suffisamment autonome pour assurer elle-même un certain nombre de gestes de la vie courante ou de démarches auprès d'administration, de consultations auprès de personnel de santé. Voilà. Alors justement, le texte portant sur le handicap, tout d'abord, en quoi change-t-il concrètement la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de leur famille à Monaco ? Fondamentalement, je ne suis pas sûr qu'elle change la situation et la vie des personnes en situation de handicap, si ce n'est qu'on est venu séparer l'attribution de l'allocation adulte handicapé du financement par l'État du plan d'aide qui est mis en place pour justement faire face au handicap. Je crois que ce sont 2 aides de nature totalement différente. Une, elle est censée assurer l'autonomie financière de la personne en situation de handicap, celle qui n'a pas suffisamment de revenus pour vivre et qui du coup est dépendante d'une tierce personne, d'un foyer. On a vu toute l'importance que peut avoir cette dépendance financière, notamment dans des relations difficiles au sein de couples, par exemple. Et la deuxième vise finalement à prendre en charge les conséquences du handicap dans leur dimension matérielle. Et je crois que ça, c'est la première chose qui est très importante. La deuxième chose, c'est que l'on est venu également préciser les dispositions qui nous permettent d'apprécier le poids du handicap et du grand âge. Aujourd'hui, vous avez 2 dispositifs qui se font suite l'un à l'autre. Celui du handicap qui s'arrête à 60 ans et celui de la vieillesse qui commence à 60 ans. Or, le handicap et la vie, c'est pas quelque chose qui est lié à l'âge. Le handicap peut venir
très tardivement, peuvent venir très tôt, et les pathologies liées au vieillissement peuvent habituellement surviennent au-delà de 60 ans, mais il y a parfois des formes de vieillissement prématuré qui ont des conséquences dans la vie de tous les jours avant 60 ans. Et donc il était important pour nous d'avoir ce continuum, cette réalité de vie, à savoir que l'on peut être handicapé âgé, handicapé, mais pour autant sans conséquence de l'âge, et puis avoir des symptômes de vieillissement plus tôt. Et donc on a modifié les textes et la composition de la commission d'évaluation du handicap de façon à y intégrer un médecin gériatre qui viendra apprécier pour une personne en situation de handicap la part du vieillissement, s'il vaut mieux la basculer dans le dispositif de prise en charge de la personne âgée ou s'il vaut mieux lui faire bénéficier du dispositif de la prise en charge du handicap. Est-ce que l'on sait combien de personnes sont aujourd'hui concernées à Monaco ? Alors aujourd'hui, on n'a pas cette appréciation fine, mais ce que l'on sait, et là j'en viendrai peut-être à l'évolution marquante de ces deux textes, c'est la modification et la précision du statut de l'aidant. Le proche aidant pour le handicap, l'aidant familial pour la personne âgée. Donc on est venu reconnaître l'existence de cette situation particulière en y afférant un certain nombre de droits. Et en particulier pour le proche aidant qui serait obligé de quitter son activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant mineur handicapé, on est venu créer une allocation proche aidant au foyer qui va permettre de se substituer aux revenus de la personne qui les perd. Et surtout, on a créé la possibilité de ne pas interrompre finalement les droits sociaux de cette personne, les services de l'État venant se substituer à l'employeur en cotisant auprès des régimes sociaux pour qu'il n'y ait pas de perte de droits, notamment en termes de retraite. La deuxième chose, c'est que l'on a créé le pendant pour la personne âgée qui n'existait pas et qui est l'aidant familial qui bénéficiera des mêmes statuts, des mêmes avantages, de la même reconnaissance. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui, de façon altruiste, vont se dévouer pour accompagner la personne dépendante, soit au titre du handicap, soit au titre de l'âge, et qui vont interrompre quelque part leur vie normale, il faut savoir en apprécier la valeur, il faut les reconnaître, il faut savoir leur apporter finalement un juste retour de la part de la société. Et toutes ces mesures qui participent au maintien à domicile, outre le fait qu'elles finalement satisfont à une volonté de la majorité des gens, viennent quelque part renforcer le modèle monégasque. Merci Christophe Robineau d'avoir été notre invité pour évoquer l'adoption de ces deux textes portant sur le handicap et sur les proches aidants. Merci Patricia. À Strasbourg, la principauté place la justice au cœur de sa présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Elle a organisé aujourd'hui une conférence informelle sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans l'hémicycle, Samuel Vuelta-Simon, secrétaire d'État à la justice, a pris la parole. Il sera notre invité dans quelques instants. Mais avant cela, retour sur cette conférence à laquelle ont assisté les 46 États membres du Conseil de l'Europe. Nous retrouvons notre équipe sur place, Émilie Rousseau et Thomas Deus. Il représente un défi pour les pays du monde entier. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme restent un enjeu majeur de sécurité. Face à des menaces toujours plus sophistiquées, les États membres du Conseil de l'Europe entendent renforcer leur coopération. C'est ainsi qu'ils se sont réunis à Strasbourg pour une conférence organisée par la principauté dans le cadre de la présidence monégasque du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Alors pour nous, il est très important de participer à cette conférence ministérielle parce que cela nous permet de mettre en commun des procédures, des informations, de façon à lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent qui est un fléau qui appauvrit nos économies et qui est une menace pour la démocratie. Dernièrement, à Chisinau, le Conseil de l'Europe a adopté un nouveau protocole additionnel à la Convention de Varsovie, l'un des principaux instruments juridiques européens dans ce domaine. Il sera ouvert à la signature le 14 octobre prochain et représente un pas de plus dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette conférence, à Strasbourg, vient renforcer les échanges. The main message was summarized at the end of the conference is working together.
Working together meaning at the national level, the cooperation and the coordination among the authorities is fundamental, as well as working together among countries is something that is definitely needed in terms of money laundering being a cross-border illicit activities. The cooperations among international organizations and among FIUs, for instance, and prosecutors and judicial authorities are fundamental. And I think this event is really timely, and I would like to thank the Madagascar Authority for organizing such events. Le blanchiment d'argent représente entre 2 et 5% du PIB mondial. À elle seule, l'Europe en concentre près d'un quart, un constat qui souligne encore les difficultés rencontrées par les États victimes de cette criminalité financière, mais qui restent des acteurs très impliqués dans cette lutte, et ils peuvent s'appuyer sur un espace juridique commun, la Cour européenne des droits de l'homme. Finalement, les acteurs clés de cette lutte restaient les États. D'abord parce qu'ils sont eux-mêmes confrontés à cette criminalité financière, qui est un phénomène qui dépasse les frontières, mais en même temps parce que ce sont les seuls qui peuvent agir efficacement contre ce phénomène, avec une exigence de coopération. Parce que c'est à l'échelle internationale que l'on peut efficacement lutter contre ce phénomène transnational. Donc les États, à la fois victimes et acteurs, sont des éléments clés. Et nous jugeons les États. C'est le rôle de la Cour. À l'échelle du Conseil de l'Europe, les 46 États membres peuvent venir, d'une certaine manière, à travers les requêtes qui sont présentées devant la Cour, venir jusqu'à notre prétoire. Et donc, j'ai aussi expliqué que le rôle de la Cour était, en rappelant les engagements pris par les États quant au respect des droits fondamentaux, crucial à cet égard aussi. Face à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la réponse ne peut pas se faire seulement à l'échelle nationale. Et cela, les ministres de la Justice des 46 États membres du Conseil de l'Europe en sont bien conscients. Ensemble, ils ont présenté une déclaration regroupant une série de mesures pour faire face aux nouvelles formes de criminalité financière. Ils insistent également sur la nécessité d'une politique pénale. Et pour revenir plus largement sur cette conférence informelle sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, nous sommes en duplex de Strasbourg avec le secrétaire d'État à la justice. Bonsoir Samuel Vuelta-Simon. Bonsoir. Cette conférence arrive à un moment où la principauté est pleinement engagée dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Absolument, c'est une occasion inespérée de pouvoir porter ce thème de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, sur lequel, vous le savez, la principauté de Monaco, toute la principauté, que ce soit le secteur public ou privé, bien entendu le gouvernement, bien entendu la justice monégasque, sont pleinement engagés pour apporter les solutions qu'il faut afin que la principauté s'améliore, arrive et soit toujours au niveau des standards internationaux en matière de conformité, bien entendu, mais surtout en matière d'efficacité. Et dans l'efficacité, la justice a un rôle important à jouer. Je crois que nous sommes en train de le prouver par les résultats que nous obtenons depuis déjà 2 ans et demi. Donc c'est un moment important de pouvoir porter ce sujet au sein du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est notre grande famille d'États pour Monaco, en tout cas. Et je partage là depuis quelques heures avec tous mes collègues des autres États membres nos questionnements, nos difficultés à lutter contre cette menace pour laquelle les pays doivent se mobiliser sans cesse. Et surtout, bien entendu, et j'ai pris beaucoup de notes, les solutions qui peuvent être appliquées à Monaco ou ailleurs. Nous-mêmes allons donner les pistes de réflexion et les pistes de solutions que nous avons trouvées pour la remédiation à cette criminalité grave qui menace notre économie, bien entendu, notre système bancaire, mais qui menace aussi, au-delà, nos États. Parce que l'argent sale, l'argent qui provient des réseaux criminels peut provenir de toute une série d'autres infractions, mais surtout va permettre de commettre dans les États où il s'implante à son tour d'autres infractions. Je pense que la corruption, l'acquisition de biens mal acquis font partie de ces infractions que l'on va favoriser si on détourne le regard
de cette réalité criminelle. Oui, on l'entend dans vos propos, cette conférence était avant tout un espace de dialogue, un partage d'expériences, car comme vous l'avez mentionné, la criminalité financière n'a pas de frontières. Absolument. Et je dirais que pour un pays grand comme le nôtre, toute affaire qui est traitée à Monaco, que ce soit une affaire commerciale, légale, mais aussi une affaire criminelle, une affaire judiciaire, toute affaire a une dimension forcément internationale. Nous sommes insérés dans un continent et les valeurs, les biens, les comptes, le numéraire passe d'un pays à un autre, va au bout du monde sur un temps instantané. Donc c'est une véritable révolution numérique qui est très florissante pour l'économie légale, mais qui aussi permet des choses pour les réseaux criminels, notamment les réseaux de blanchiment, pour échapper aux poursuites et à la détection des fonds opaques. Et donc, ce sont autant de difficultés qu'il nous faut surmonter pour mieux les contrer. Et avec cette conférence, on se rend compte que la réponse européenne face au blanchiment d'argent s'est intensifiée, mais aussi, et comme vous venez de le dire, adaptée avec l'essor du numérique. Absolument. La réponse doit non seulement s'intensifier, je dirais, elle est présente dans les pays, puisque chaque pays régulièrement fait le point sur son dispositif, parce que plus que dans toute autre criminalité, il faut que cette réponse soit actualisée en permanence. Mondialisation des échanges, les flux qui circulent de par le monde, pratiquement parfois sans contrôle, ou en tout cas sans contrôle suffisamment rapide. Donc il faut à chaque fois que l'on élève la riposte et les moyens de détection au niveau du temps moderne, qui est un temps, je dirais, qui s'accélère sans cesse. Et vous l'avez rappelé devant les 46 États membres du Conseil de l'Europe, il ne faut pas voir cela comme une contrainte. Je crois que, et c'est particulièrement vrai pour des pays comme le nôtre, où nous avons une famille, je le dirais toujours, une famille européenne, celle du continent européen, le Conseil de l'Europe. Nous avons adhéré, et ça a été la volonté du prince, de la principauté. Nous avons adhéré à ce Conseil de l'Europe avec des bénéfices constants, mais aussi une responsabilité. La responsabilité, c'est de veiller toujours à être au niveau de nos partenaires européens. Pour cela, les différents comités de suivi des conventions que nous avons signées et ratifiées nous conseillent régulièrement, le Grevio, le Greta, le Greco, enfin tous ces comités qui ont été créés justement pour suivre l'évolution des pays, nous conseillent, nous donnent des recommandations de ce qu'il faut faire pour rester au niveau, et la principauté dans toutes ses composantes. Ce n'est pas que la justice, ce sont tous les départements du gouvernement se mobilisent sans arrêt pour élever notre dispositif aux exigences internationales. Samuel Vuelta-Simon, vous étiez également à Strasbourg à la fin du mois de mai pour une autre conférence dédiée cette fois-ci à la radicalisation chez les jeunes. Cela reste un sujet de préoccupation majeure. Absolument, c'est aujourd'hui, avec le blanchiment, le 5e événement où on parle de justice, qui est dédié au cours de cette présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Et il y a donc quelques jours, je participais à cette conférence sur la radicalisation des jeunes, la radicalisation terroriste, entendons, grâce aux réseaux, grâce aux jeux en ligne, qui est là aussi, mais je dirais que c'est un des nouveaux périls dû à notre époque, la numérisation des échanges, des problèmes de société que l'on rencontre et que l'on connaît parfaitement. Eh bien, là aussi, les criminels, et les plus dangereux d'entre eux, les terroristes, s'accaparent de ces réseaux, s'accaparent des jeux en ligne pour essayer de détourner notre jeunesse. Lorsqu'on parlait des jeunes, des adolescents, des enfants parfois, des jeunes majeurs, s'accaparer notre jeunesse, la détourner et l'amener vers la violence. Et l'on précise qu'un protocole a été signé par une dizaine de pays et l'Union européenne à l'issue de cette conférence. Merci Samuel Vuelta-Simon d'avoir été notre invité ce soir depuis Strasbourg. C'est moi qui vous remercie.
De retour à Monaco, mais nous restons toujours dans le domaine de la justice. Hier soir avait lieu la cérémonie de remise des certifications de formation de l'IMFPJ, l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires. Alexandra Pani et Arnaud Humbert y assistaient. Première remise de certificat pour l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires. Une cérémonie qui vient clôturer un cycle de formation de 8 mois. Plus de 200 personnes ont suivi nos conférences, donc un volume tout de même de plus de 60 heures de formation en droit monégasque, toutes matières confondues, droit public, droit privé, droit des affaires. Seules celles qui ont eu un suivi assidu de toutes les séances peuvent prétendre à la certification. Elles doivent aussi passer un entretien final. Donc on a une certification professionnelle pour un public de juristes, secteur privé et secteur public, et on a également un certificat d'initiation pour les autres professionnels qui ne sont pas juristes, des experts comptables, des assureurs, des agents immobiliers, mais qui ont suivi ce programme sous un autre format. 82 auditeurs ont reçu ce lundi leur certification. 3 programmes étaient proposés en formation initiale pour la rentrée 2025-2026. Une préparation à l'examen du barreau et au concours de la magistrature et celui de lieutenant de police. Une certification professionnelle en droit monégasque et un parcours d'initiation à des professionnels non juristes. L'Institut monégasque de formation profession judiciaire vise à offrir des formations pour mettre en évidence les spécificités du droit de la principauté. Et la destination est toute naturelle, c'est celle des personnels judiciaires, ce sont les magistrats, les avocats, les professions qui ont à parler à la justice et donc au-delà, toutes les personnes qui peuvent s'inscrire à la certification professionnelle qui est offerte, c'est-à-dire tous ceux qui ont besoin de connaître les spécificités du droit pour monter en compétences et pour connaître les particularités qui font la spécificité de ce beau pays. Cette soirée est également l'occasion de mettre en lumière les candidats ayant participé au concours de la magistrature monégasque et plus particulièrement la candidate monégasque qui a brillamment réussi cet examen qui vient conclure une longue formation. Déjà 5 années à la faculté de Nice, ensuite 8 mois de travail avec l'accompagnement de l'Institut de formation. Les dernières semaines ont été difficiles mais très enrichissantes dans ma formation et surtout dans ma réussite du concours. Voilà, c'est ce que je retiens. Une forme de recrutement avec Madame Lanzara qui a été là pour nous épauler dès le premier jour. Des formations hebdomadaires tous les lundis, 2 heures par semaine. Un suivi ensuite avec des entraînements hebdomadaires avec Monsieur Strickler, les membres de la direction qui assuraient nos entraînements et notre préparation pour ce concours. Des entraînements à l'oral comme à l'écrit pour aborder le concours dans les meilleures conditions. Quant au concours pour les élèves avocats, le processus est en cours. Les résultats seront prochainement annoncés. Et si vous aussi souhaitez bénéficier des différentes formations offertes par l'IMFPJ, vous trouverez toutes les conditions d'inscription sur leur site internet pour la prochaine rentrée. C'est une tradition de fin d'année scolaire. Des élèves de CM1 et CM2 des écoles de la Principauté se retrouvent pour prendre part à la finale du concours de sécurité routière. Cela s'est passé aujourd'hui au terrain de la Baie. Voyez ce reportage de Christina Petit-Hommel et Gaëtan Lagarde. Chaque année, ce sont près de 900 élèves de CM1 et CM2 qui sont sensibilisés aux règles de sécurité routière dans les différentes écoles de la Principauté. Après avoir passé il y a quelques semaines une première épreuve théorique puis une épreuve pratique, ce sont 43 élèves qui ont été sélectionnés pour participer à cette finale aujourd'hui sur le terrain de la Baie, transformé pour l'occasion en véritable circuit routier. L'objectif, réaliser un parcours à vélo en respectant l'ensemble du code de la route dans des conditions proches du réel. L'unité de police jeunesse et prévention a pour mission d'intervenir dans toutes les écoles de la Principauté dès le plus jeune âge, dès le cours préparatoire, pour préparer les jeunes aux dangers de la route. Le but étant qu'ils prennent des automatismes pour pouvoir circuler seuls sur la route plus tard en toute sécurité. Pour les enfants, l'enjeu était de montrer qu'ils maîtrisent les bons réflexes, mais aussi de comprendre les dangers de la route et l'importance du respect des règles au quotidien. Je devais respecter le code de la route en allant dans différentes boîtes. On avait des feux tricolores, des interdictions et des obligations. Par exemple, le feu rouge, les priorités à droite, quand il faut s'arrêter, les stops. Il faut faire attention à quoi sur la route? Qu'est-ce que c'est les dangers de la route? Les gens
Déjà parce qu'on peut leur rentrer dedans ou s'ils ne font pas attention, ça peut nous pénaliser. Et le code de la route. Et alors c'est important de connaître le code de la route ? Oui, très important. À l'issue de cette finale, 4 élèves ont été sélectionnés pour représenter la Principauté lors de la finale départementale qui se tiendra le 24 juin prochain à Vallauris et à laquelle participeront 52 candidats venus de tout le département. Une opération pédagogique essentielle pour former dès le plus jeune âge des usagers de la route responsables et attentifs. Parlons football à présent avec ce rendez-vous traditionnel du sport interentreprise monégasque. La finale de la Coupe Prince Albert II s'est déroulée hier soir au stade Didier Deschamps à Cap-d'Aille. Qui a ramené la coupe à la maison cette année ? Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Lionel Bernardi. L'affiche était belle lundi soir au stade Didier Deschamps pour la 13e finale de la Coupe Prince Albert II de foot à 7. D'un côté, l'entreprise Ribéry, tenante du titre et qui a survolé la saison. Et de l'autre, l'équipe des Barbadjan avec ses anciens joueurs professionnels. Sous les yeux du Prince Albert II, la première mi-temps est équilibrée d'un très bon niveau technique. Et après avoir touché le poteau, Ribéry ouvre le score au terme d'une magnifique action collective conclue par Gonçalves. En football, l'efficacité fait la différence. 2 occasions et 2 buts pour Valère Germain. L'ancien attaquant de l'AS Monaco n'a rien perdu de ses qualités devant le but. Une frappe du gauche, puis un face-à-face remporté. 2-1 pour les Barbadjan à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Ribéry tente tout, mais tombe sur un excellent gardien qui multiplie les arrêts. Les coéquipiers d'Olivier Végnot auront aussi des situations de 3-1, mais le score ne bougera plus. 2-1 à la coupe et pour les Barbadjan. C'est vrai que ça tenait à cœur à tous les Barbadjan de gagner un premier trophée, chose faite devant Monseigneur. J'étais étonné du monde dans les tribunes, du protocole d'avant-match. Mais c'est bien, c'était une belle soirée et enfin on a un premier trophée. On connaissait la qualité de l'adversaire, Ribéry, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de dominer toute la saison. Ils nous ont fait mal aussi dans la saison régulière. Mais voilà, c'est vrai que de gagner cette finale, c'est une grande fierté et forcément on est très heureux d'avoir pu battre cette équipe. Il sera fièrement affiché à la maison, avec les quelques autres que j'ai eus pendant ma carrière. Mais non, je vous dis, je prends du plaisir. L'important, c'est d'être sur le terrain, de faire des efforts que j'ai eu l'habitude de faire pendant des années, peu importe le niveau. En plus, il y a un bon groupe, il y a toujours une bonne ambiance lors des matchs à 7 ou à 11 avec les adversaires contre qui on joue. Donc c'est bien, c'est une belle fête, on montre une belle image du foot et au final, on prend tous du plaisir. Valère Germain est élu MVP, le meilleur joueur de la rencontre. Les Barbadjan remportent la Coupe Prince Albert II pour la première fois de leur histoire. Un coup de chapeau aussi aux athlètes de Special Olympics. Ils ont pris part ce week-end au meeting Nikaya. Ils ont été invités à disputer un 100 mètres. Écoutez la réaction de Dylan Lejolif, athlète Special Olympics qui a disputé cette course. J'ai fait une bonne performance, un bon départ. J'ai battu mon record de l'année dernière, mais c'était trop bien. La ressenti, c'est nickel. On s'entraîne toute l'année pour faire des courses, des performances comme ça et peut-être l'année prochaine on battra encore le record. Dylan Lejolif, athlète Special Olympics, était interviewé par Romain Chardon. Fin de saison pour l'équipe première de roller hockey de Monaco et elle termine avec la médaille de bronze du championnat de France de National 4 sur 98 équipes au départ. Et dans le même temps, ce week-end, 2 joueurs de l'équipe participaient eux aussi à des championnats du monde vétérans avec l'équipe de France en Allemagne. Ils sont montés sur la 3e marche du podium derrière la République tchèque et les États-Unis. Ces images tournées cet après-midi, la célébration annuelle d'Ulysse, l'œuvre de James Joyce, l'écrivain irlandais, à l'initiative de la bibliothèque irlandaise Princesse Grace. Pour l'occasion, des comédiens de la Monaco Island Arts Society ont interprété des morceaux choisis du roman, tout d'abord à la bibliothèque, depuis les balcons, puis à travers le rocher. Ce soir s'achèvera la 65e édition du Festival international de télévision de Monte-Carlo. Nous allons retrouver une dernière fois les équipes de Monaco Info mobilisées sur la couverture de l'événement. Sur place, Sarah Inkari, Théo Schumer et Camille Caloni.
Bonsoir à tous, bonsoir Théo, comment ça va? C'est la DER. Oui. Le dernier jour du festival télé, c'est triste Sarah. C'est la dernière, mais toutes les bonnes choses ont une fin Théo, vous le savez. Bon, pour vous consoler, on a un programme particulièrement intéressant aujourd'hui. Nous reparlerons de la sélection actualité avec un éclairage sur 2 grands reportages consacrés à la police de l'immigration aux États-Unis et à la guerre en Ukraine. Nous parlerons également d'une incontournable série policière de TF1 et nous recevrons un acteur de cinéma et de télévision qui se lance désormais dans la gastronomie. Allez, le rhum surtout. Oui, pour le plus grand bonheur de ses fans, Joe Star sera notre grand invité. Mais avant Sarah, c'est la dernière de ce festival et pas n'importe lequel, le 65e, ça fait un bel âge, hein. Alors ça méritait bien un petit événement, non ? Regardez ces images, c'était la grande soirée anniversaire hier au Monte Carlo Beach avec le prince Albert II qui a coupé le fameux gâteau bien sûr. Et bien entouré, le fils du prince Régnier III, fondateur du festival de télévision en 1961, était accompagné d'un casting de prestige dans une ambiance années 20, à direction artistique signée Maxime de Rémez. L'un des partenaires historiques de Katrina Patchett que nous avons reçu avant-hier, 2 grands professionnels de Danse avec les stars. Un voyage au pays du glamour et du raffinement à l'image de ce grand festival. Moi je l'ai adoré ce festival. Et vous ? Ah bah tout pareil, mais qu'en a pensé le public ? C'est quand même ça le plus important, non ? Oui, on leur a posé justement la question ce matin, juste ici à côté dans la fan zone. Certains sont là depuis 20 ans. Ils arrivent toujours trop tôt pour les autographes, je vous le dis. Je peux vous demander qui vous attendez ? J'attends Kurt Russell. Vous êtes fan ? Fan, je viens de regarder la série Madison, j'adore. Vous venez d'où ? Je viens de l'Est de la France. Exprès pour le festival télé ? Oui, exprès. Vous avez vu alors ? Tout le monde, on a vu Jennifer Lawrence, on a vu les acteurs américains, là on vient de voir les actrices des Feux de l'amour, voilà, tous ceux qu'on voit à la télévision, nos séries préférées. Ici c'est particulier parce que justement vous êtes proche des célébrités ? Oui, c'est ça exactement. Après Festival de Cannes, bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus... c'est plus compliqué d'aborder les stars. Ici, ils sont très, ils sont détendus, on peut les aborder, ils sont très sympathiques, ils se prêtent au jeu des selfies, des photos, on peut un petit peu converser avec eux, donc effectivement, c'est très sympa. On est là depuis le début du festival, on a vu tout le monde et là, vous êtes principalement senior. Ça fait 18 ans que vous venez ? Oui, 18 ans. Et toujours là, à la même place. Et toujours à la même place ? Oui. Vous en avez vu passer là des célébrités depuis 18 ans ? Ah oui, j'ai vu des belles vedettes. Et on est content parce que, comme on dit par chez nous, on ne les voit pas. Hein. Donc il faut venir à Monaco pour les voir. Et on va retourner avec nos yeux pleins d'étoiles. Est-ce qu'il y avait quelqu'un en particulier que vous vouliez voir ? Tous parce que on les verra peut-être qu'une fois dans notre vie. Donc voilà, c'est là, c'est... Après, je mets la photo dans un album et puis de temps en temps, on sort les albums pour regarder qui qu'on a vu. Et après, on raconte aux copains, à la famille ? Voilà. On dit, tiens, j'ai vu un tel. Oh, c'est pas vrai, tu l'as pas... Mais tiens, regarde. Je crois que le festival leur a plu. C'est ça. Allez, sujet plus sérieux à présent. Aujourd'hui, notre page spéciale est consacrée en grande partie à la sélection actualité. Et c'est d'un grand reportage dont nous allons vous parler à présent. Il s'agit d'ICE, au cœur de la police anti-migrants. Et il nous plonge au plus près de l'agence fédérale américaine chargée de l'immigration et des expulsions. Il est réalisé par des journalistes de BFM TV. C'est une enquête saisissante. Nous les avons rencontrés ce matin. Il faut aussi comprendre qu'aux États-Unis, le statut des migrants est assez particulier. D'ailleurs, je pense qu'on ne pourrait même pas l'expliquer en 2 minutes parce qu'ils récupèrent certaines cartes vertes d'autres personnes. Parfois, ils peuvent travailler, mais ils ne sont pas légaux. Parfois, les personnes qui, notamment en Keito, la plupart de ceux qui ont été renvoyés étaient encore en procédure pour se faire régulariser. Donc, c'est d'une énorme complexité, notamment dans un pays comme les États-Unis où l'immigration joue un rôle clé, notamment dans les usines. Keito, l'usine qu'on est allé voir, c'est une usine des barres de céréales. Quand ils ont vidé, quand ils ont arrêté 67 personnes, c'est ça ? 57 personnes. En fait, ils ont quasiment vidé l'entreprise. C'était vide après. Et les gens nous disaient, on est arrivé, il n'y avait plus personne. On ne connaissait plus personne. Donc ça montre aussi des réalités qui jouent un rôle aux États-Unis notamment et que Donald Trump a essayé de
De faire un travail de masse. Oui, voilà, des masses, mais d'une telle brutalité. Parce que si vous l'aviez eu en interview, il vous aurait dit c'est normal, il y a de l'immigration illégale, il vous aurait trouvé plein d'arguments. Quelle est la frontière justement entre ça et toute la réalité dramatique de ces opérations de l'ICE? Je laisserai parler En fait, il y a le discours qu'il donne, c'est-à-dire qu'il a promis d'arrêter les criminels. C'est ça qui a justifié, entre guillemets, cette brutalité un peu dans les raids, etc. Or, on sait, justement, et c'est notre travail aussi factuel, d'aller vérifier qui sont ces personnes, quelle est leur situation. On n'est pas des juges, on veut juste savoir ce que c'est, qui ils sont, s'ils sont en procédure ou pas, des régularisations, et si c'est des criminels ou pas. Et en l'occurrence, parmi les gens arrêtés, il n'y en avait pas un seul. Excellent travail de nos confrères sur ce sujet à retrouver sur les plateformes de BFM TV. Avant de revenir sur un autre grand reportage de la sélection actualité, parlons d'une série à succès diffusée sur TF1, Léo Mattei, Brigade des mineurs. Le comédien que nous avons rencontré en est l'un des visages depuis quelques mois. Vincent Dezania évoquait avec nous son nouveau rôle, mais aussi ses souvenirs indélébiles dans l'émission culte Le Morning Live. C'est là qu'il s'est fait connaître avec Michael Youn dans les années 2000 et ça fait un beau parcours jusqu'à Léo Mattei. Vous êtes ici pour la série Léo Mattei, vous y apparaissez depuis le 12 février maintenant. Pour incarner donc ce personnage, le commissaire Trimoulin, comment est-ce que vous décririez? Il est marrant à dire. Ce Trimoulin, c'est déjà on a une voilà, c'est ça. Ouais. Comment est-ce que vous décririez ce personnage? Alors c'est un personnage sorti tout droit d'un film de Jacques Tati. Voilà, vraiment, c'est un peu la référence principale, c'est les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, et donc avec la poésie qui accompagne ça, on a le sentiment qu'il est un peu à côté de ses pompes, qu'il est dans la lune et tout, et en même temps une des responsabilités de commissaire, et donc en plus dans une brigade qui est spéciale. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, et j'ai essayé de le rendre vivant et agréable à voir, quoi. La série est portée par Jean-Luc Reichmann. Comment est-ce qu'il vous a accueilli? Jean-Luc Reichmann. Il m'a super bien accueilli, et toute l'équipe d'ailleurs, c'est un peu l'équipe technique, c'est une sorte de famille, donc ça c'était tout de suite accepté, hyper agréable. Et Jean-Luc Reichmann, c'est vraiment un vrai meneur. Il embarque vraiment les gens avec lui, il a sa positivité, c'est quelqu'un d'assez impressionnant. J'aime beaucoup ce gars. Vous avez joué dans de très nombreux films, je ne pourrais pas tous les citer parce que vraiment il y en a beaucoup, Astérix et Obélix, Alibi.com, Comment tuer sa mère. Et vous revenez finalement à vos premières amours, la télévision. Oui. Vous voyez où je veux en venir, dans les années 2000. Oui, voilà. Tout à fait. C'est un peu différent là. Le Morning Live, émission cultissime d'M6, on est obligé d'en parler. Quel souvenir vous en gardez ? Un souvenir assez douloureux de se lever très tôt le matin et de se coucher très tard le soir, donc de pas beaucoup dormir, je sais pas, 4 heures par nuit pendant presque 2 ans. En plus, il fallait être à fond. En plus, il fallait être à fond. Voilà. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne s'est jamais drogué et on n'a jamais fait une émission bourrée. Ouais. On pourrait le croire quand même. On pourrait le croire. Entre-temps, vous avez participé à de nombreux projets avec Michael Youn. Est-ce que vous êtes toujours en contact tous les deux ? Tout à fait. Oh, oui, plus que jamais. Il vient de terminer l'écriture de la suite de Fatal. Donc 20 ans après, 15 ans après. Et ça va s'appeler Bazooka. Voilà, la suite, tout logique, simplement. C'est logique. Voilà. Et ça va être bien le con, et ça va être formidable. Revenons sur l'actualité brûlante du moment avec un autre journaliste reconnu. Guy Lagache a travaillé sur le conflit russo-ukrainien. Son dernier grand reportage s'intitule « La guerre, Donald Trump et nous ». Sa question est toute simple. Où se positionne l'Europe face aux géants américains? Pour tenter d'y répondre, Guy Lagache a obtenu un accès privilégié au Palais de l'Élysée à Paris et aux équipes diplomatiques françaises entre mars et novembre 2025. Voici ce qu'il retient de son immersion exceptionnelle. La guerre, Donald Trump et nous, il est diffusé 4 ans après le documentaire historique Un président, l'Europe et la guerre. C'était une suite logique pour vous après cette première production ?
Logique, je ne sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais le 28 février 2025 devant la télé lorsque j'ai vu Donald Trump invitant Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche dans le bureau ovale et lui hurlant dessus. Vous n'avez pas les cartes, vous êtes en train de jouer avec la Troisième Guerre mondiale. Et là, je me suis dit qu'il y avait une rupture totale dans les relations entre l'Amérique et l'Ukraine, l'Amérique et la Russie, et l'Amérique et l'Europe. Et je me suis dit qu'il y avait un moment d'une gravité très grande et une urgence, me semble-t-il, à raconter ce qui se jouait pour le grand public et comment l'Europe allait ou pas répondre à cette nouvelle donne. En tant que journaliste, j'aimerais savoir, par curiosité, quel a été le souvenir le plus marquant lors de ce tournage ou même de celui il y a 4 ans, parce que c'est quand même des tournages particuliers. Vous rencontrez, vous assistez aux rencontres entre diplomates, aux négociations, etc. C'est vrai que c'est pas quelque chose de commun. Il y a 2-3 moments comme ça qui m'ont beaucoup marqué. Il y a évidemment quand je suis à Kiev avec le président qu'il appelle Donald Trump alors qu'il est avec des leaders européens et Volodymyr Zelensky pour évoquer le fait que l'Ukraine accepte un cessez-le-feu si la Russie accepte aussi et que en fait la première réaction de Donald Trump c'est de dire ah c'est super, ça va me permettre d'avoir un prix Nobel de la paix. Donc ça évidemment sont des moments intéressants qui peuvent paraître anecdotiques mais qui disent beaucoup en gros des personnages qui sont à la tête des grandes puissances et c'est ça m'intéresse parce que c'est au cœur de mes films, c'est-à-dire de suivre la politique à hauteur d'homme. Voilà pour ce grand sujet à voir ou revoir sur les plateformes de France TV. Et je rappelle que les 2 grands formats dont nous vous avons parlé sont en compétition dans la catégorie Actualité. Nous vous dévoilerons l'intégralité du palmarès dans notre JT de demain. Allez, concluons cette dernière émission en beauté avec un artiste que tout le monde connaît, en particulier ici au Festival Télé. Rappeur, mais surtout acteur emblématique au cinéma comme à la télévision. Et ce n'est pas tout, il a 1001 projets en cours. Joey Starr est notre invité du jour. Bonsoir Joey Starr, on est ravis de vous avoir. Comment allez-vous ? Écoutez, comme le temps, un coup gris, un coup bleu, mais merci de m'accueillir. Vous êtes un habitué du Festival Télé ? Je suis, ouais. Pas votre première fois. Non, c'est pas ma première fois, mais c'est surtout parce que je fais partie du jury de présélection des films pour la strate fiction. Donc, je suis là, je suis censé être là à vie. Voilà, c'est ça. Vous êtes un titulaire. On peut dire habitué, ouais. On peut dire ça. Ouais. Et alors la sélection de cette année moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir ce qui se fait un peu, comme c'est des séries qui viennent des 4 coins de la planète. Moi, c'est ce qui m'intéresse, voilà. Après, il y a des bonnes années, d'autres un peu moins. Cette année, ça allait. Ah, on est un peu mitigé. C'est tout. Ça allait, c'est tout. Ouais. Non, mais ça allait, c'est surtout pour la sélection. Non, mais c'est surtout qu'on en regarde une trentaine, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Après, c'est, est-ce qu'on va réussir à fixer, je crois que c'est 10 ou 12 par là, enfin, faut qu'il y ait une moyenne de. Est-ce qu'on va arriver à les fixer, tu vois, sur la trentaine. Donc quand tu me demandes est-ce que ça allait, moi c'est par rapport à ça. Voilà. Parfois on a une vingtaine de choses et puis parfois on n'en a qu'une dizaine. Voilà, parce que ça ratisse très large. Et puis votre actualité du moment, c'est surtout Autopsie d'un titre sur YouTube. Entre autres, et puis j'ai un long métrage aussi qui sort avec Anaïs Haïdou qui sortira en septembre, qui s'appelle Joseph, qui est réalisé par Anaïs Haïdou aussi. Entre autres, je suis en train de tourner une série pour Netflix Allemagne entre Berlin et Marseille. Entre autres, j'ai en préparation une pièce de théâtre, Vol au-dessus d'un nid de coucou, prochainement. Et vous êtes sur tous les fronts, c'est pas possible. Vous arrêtez jamais. Non, mais surtout, on me propose des choses intéressantes. Et puis, comme pour moi, je vis un luxe qui s'appelle être artiste, donc être curieux et de temps en temps, et puis surtout sortir de sa zone de confort, c'est ce qui m'aide à me construire sur cette histoire. Donc, ouais, j'y vais, quoi. Et alors, sur ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous ne vous limitez pas aux travaux artistiques, quoique vous vous lancez même dans les goûts et saveurs maintenant. Ouais, je fais du rhum, ouais. Je fais du rhum. C'est exceptionnel, ça. Ça vient d'où, ça ? En fait, j'avais une émission qui s'appelait La Route de la Soif. Et donc, l'idée, c'est qu'on allait faire le tour des distilleries agricoles
pour raconter les différents savoir-faire. On sait qu'à la base, le rhum est une histoire de sang, puisqu'elle nous vient de nos aïeux esclavagistes et ainsi de suite. Voilà. Et du coup, en fait, c'était raconter un peu le panel qu'a le rhum, raconter les différentes façons de distiller. Et que aussi, à côté de ça, on a aussi des gens qui ont des histoires complètement différentes par rapport à ça. Et surtout, aujourd'hui, mon idée avec mes partenaires, c'est aussi casser la version hollywoodienne du rhum. Tu sais, le pirate avec la bouteille de rhum qui arrache, et raconter qu'en fait, il y a différents savoir-faire, il y a un produit, de la canne, on en trouve aux quatre coins de la planète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter, c'est de partager, c'est de la transmission aussi. Voilà. Ça nous fait toujours plein de surprises à nous, au public. Merci beaucoup, J-Star, d'avoir été avec nous, d'être passé nous voir. Vous êtes notre dernier invité. Vous êtes le dernier. Ouais, comme d'habitude. Et je vous le dis, les derniers seront les premiers. Voilà, c'est ça, comme disait Céline Dion, merci. Pas des malins avec moi. Voilà, c'est ça. C'est qui, Céline Dion, qui a dit ça? Oui, il paraît. Les derniers seront les premiers, ça vous dirait? Je vais aller par là. La chanson, toi aussi. C'est bon, on vous laisse partir. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'était notre dernier invité. Et quel invité, hein. Il a la bougeotte, il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais, c'est impressionnant. C'est donc la fin de ce très beau festival de télévision de Monte-Carlo, 65e édition. Ce soir, c'est la cérémonie de clôture avec le tapis bleu et de nouvelles personnalités. Nous y reviendrons dans le journal de demain présenté par Patricia Navarro. Merci de nous avoir suivis durant ces 5 jours et merci à vous Théo, c'était un réel plaisir d'être à vos côtés. Plaisir partagé Sarah, merci beaucoup. Bye bye tout le monde, c'est à vous Patricia. Merci Sarah et Théo, belle soirée de clôture. À suivre les prévisions météo présentées par Christina Petit-Homel et les photos de fin de journal consacrées à la finale du concours de sécurité routière. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal sur Monaco Info. Très belle et douce soirée à vous. Bonsoir à tous. Demain, le soleil s'imposera largement sur la principauté avec un ciel bien dégagé tout au long de la journée. Les températures, quant à elles, resteront douces et agréables. Elles seront comprises entre 20 et 26 degrés, idéales pour profiter du littoral et des activités en extérieur. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Hervé. Saint Hervé est traditionnellement représenté comme un ermite breton du VIe siècle, accompagné, selon la légende, par un loup apprivoisé qui lui tenait lieu de guide.